Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Ici Yann et je suis avec Vincent pour faire l'analyse de Lady Olinda. Alors Vincent, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter qui est Lady Olinda et quelle est sa place dans le grand plan de Nagash? Oui, alors Lady Olinda, c'est une pièce qui est sortie au début de la version 2 d'Age of Sigmar avec les Night Hunt. C'est dans le fond la Mortarque du deuil. C'est elle qui mène les armées de Night Hunt au combat. Donc, peut-être parler un petit peu de son histoire d'abord, parce qu'elle a une histoire intéressante. Dans le fond, de son vivant, avant qu'elle meure et qu'elle devienne la Mortarque du deuil, Lady Olinda a une origine assez commune. De ce qu'on comprend, elle vient probablement du bas peuple, mais c'est une fine manipulatrice qui va réussir à séduire les hommes pour se hisser peu à peu dans la hiérarchie sociale. Et plusieurs de ses maris vont trouver la mort dans des circonstances mystérieuses. Et Lady Olinda va comme ça progresser de mari en mari, toujours vers des hommes de plus en plus puissants et influents dans la société, jusqu'à ce qu'elle réussisse à séduire le prince de Dolorum, le royaume où elle vit. Et elle va réussir, dans le fond, à se faire épouser par le prince. Et curieusement, la nuit même des noces, tout de suite après que le mariage a été prononcé, le prince et le roi vont trouver la mort dans des circonstances tout à fait mystérieuses. Et Lady Olinda, suite à ça, va se recouvrir d'un voile, le voile du deuil, et va montrer son chagrin à qui veut le voir dans le royaume. On va juger que c'est une bonne épouse qui porte le deuil comme il se doit, mais derrière son voile, Lady Olinda sourit parce qu'elle a réussi dans le fond son plan, c'est-à-dire à se hisser à la tête du royaume par ses jeux de manipulation. Les années vont passer. Le royaume de Dolorum va entrer dans la période de l'âge du chaos, comme tous les royaumes, et c'est Nurgle qui va peu à peu envahir le royaume. Lady Olinda, qui en est la reine, va être bien protégée derrière les murs de son palais, mais tous ses sujets vont mourir peu à peu des diverses maladies engendrées par Nurgle. Lady Olinda, encore une fois, va garder le voile, va faire preuve de chagrin, de tristesse pour tous ces individus qui meurent au pied des murailles de son palais, mais dans les faits, elle ne ressent aucune tristesse, aucun chagrin. Tout ce qu'elle se demande, c'est comment réussir à échapper elle-même aux maladies de Nurgle, et elle va essayer de négocier avec les émissaires de Nurgle, et sans succès. Elle va finalement mourir, et les Nagash, à la mort de Lady Olinda, va en profiter pour punir celle-ci. Il faut dire que le royaume de Dolorum était un royaume qui vénérait Nagash, et avec l'arrivée de Lady Olinda au pouvoir, les mœurs ont changé. Les rites en l'honneur de Nagash ont peu à peu disparu. Et ce qui a offensé et courroucé évidemment Nagash. Alors Nagash va prendre Lady Olinda, il va la punir, il va faire en sorte que pour le restant de sa non-vie, elle va ressentir le chagrin et la douleur de tous les êtres autour d'elle. Ce qu'elle n'a jamais ressenti de sa vie, mais qu'elle a faim ressentir toute sa vie, elle va enfin le ressentir. Nagash va l'oublier par la suite pendant des décennies. Après le Necroquake, c'est-à-dire cet événement-là magique où le rituel de Nagash ne fonctionnera pas, mais va faire en sorte de réveiller les spectres, les Night Hunt, finalement, partout sur les royaumes mortels, Nagash va réaliser la puissance de ces spectres-là. Ce qu'il va surtout réaliser, c'est que les spectres, leur puissance, c'est la peur qu'ils génèrent. Il n'est pas rare de voir des guerriers tétanisés par la terreur en voyant les vagues de spectres se diriger vers lui. Et Nagash, qui est un être immortel, qui n'a pas connu la peur depuis des siècles, va se rappeler cette émotion-là humaine et comment l'utiliser à ses fins. Alors, il va se chercher, dans le fond, une mortarque ou un mortarque pour mener ses armées de Night Hunt. Alors, il va parcourir les royaumes de Shyish et il va tomber sur Lady Olinda, qu'il avait complètement oublié. Sauf qu'elle, comme elle l'avait fait de son vivant, dans sa mort, aidée par son aura de deuil et de chagrin, elle va rassembler autour d'elle tous les esprits, tous les spectres, et elle va se hisser encore une fois au sommet de la hiérarchie sociale. Et Nagash va dire, c'est clairement quelqu'un qui a, en tout cas, des habiletés, qui a du potentiel, qui sait ce qu'elle fait. Alors, Nagash va lui donner une partie de son pouvoir, de son essence, pour qu'elle devienne sa mortarque du deuil, sa mortarque du chagrin. Et depuis, Lady Olinda est à la tête des armées de Night Hunt. C'est elle qui mène ces troupes de choc de Nagash. Très intéressant. Et ce fluff-là se traduit assez bien d'ailleurs
dans sa charte d'unité et dans ses habiletés qu'on peut regarder à l'instant. Donc, d'entrée de jeu, elle a un mouvement de 6 pouces avec le mot-clé vol, hein, comme tous les Night Hunt. Elle a aussi une sauvegarde à 4+, qui est éthérée, encore une fois, donc non modifiable, encore une fois, comme les autres Night Hunt. Bravo à 10 et 7 points de vie, donc une caractéristique de blessure de 7. Elle a 2 lignes d'attaque de mêlée. D'abord, elle a le Staff of Midnight, donc son bâton, qui a une portée de 2 pouces, qui lui donne 3 attaques, qui touchent sur du 3, blessure du 3, pénétration de 2 et D3 dommages quand même. Et elle est entourée de Banshee, donc de dames en peine qui la suivent et qui lui donnent 6 attaques avec un 4+ pour toucher, 4 pour blesser, pas de pénétration et 1 de dommage. Elle a l'habilité aussi Frightful Touch, donc peut-être touche terrifiante, qui fait en sorte que les 6 attaques de Banshee vont faire une blessure mortelle sur des jets de touche non modifiés de 6 à la place là, des dommages réguliers. Donc, dans l'ensemble, Vincent, c'est une héroïne qui n'est pas particulièrement faite pour le corps à corps. Non, clairement pas. D'abord, on va noter seulement 7 points de vie, hein, pour 200 points qu'elle coûte, Lady Olinda. Donc, 7 points de vie, une sauvegarde à 4+, non modifiable, mais pas de sauvegarde après sauvegarde, donc il n'y a pas de protection contre les blessures mortelles. Ça en fait une héroïne qui est quand même fragile. Et ensuite de ça, bon, même si elle a 2 profils d'attaque, elle va faire en moyenne là, contre un adversaire qui aurait une sauvegarde de 4+, 3,7 blessures. Donc, 3-4 blessures en moyenne contre une unité qui a une 4+ de sauvegarde d'armure. C'est un peu faible là, pour une unité à 200 points. En fait, c'est pas un peu, c'est quand même, c'est pas mal faible là, comme unité de corps à corps. Donc, c'est pas pour ça qu'on va la jouer. Mais heureusement, elle a d'autres habiletés intéressantes. D'ailleurs, la première de ces habiletés-là est Grave Sands of Time. Oui, alors il y a une de ces Banshee qui, dans ses mains, tient un sablier. Et dans le fond, on peut fracasser le sablier une fois par bataille, ce qui fait en sorte qu'on peut prendre un héros ennemi à 6 pouces et lui infliger D6 blessures mortelles, flat. Ou on peut fracasser le sablier pour guérir Lady Olinda de D6 points de vie. Donc, ça vient un petit peu pallier là, à sa fragilité. Elle a 7 points de vie, mais si elle réussit à survivre à un round de combat, puis qu'on gagne le tour, on peut lui ramener un D6 points de vie. Puis d'ailleurs, tantôt on soulignait qu'elle n'a pas de sauvegarde Feel No Pain, donc contre les blessures mortelles incluses là, dans sa charte d'unité. Par contre, quand elle est jouée en Night Hunt, elle va bénéficier du 6+ là, de sauvegarde éthérée de l'allégeance d'armée. Donc 6+, c'est pas excellent, mais c'est mieux que rien. On a l'habilité ensuite Lifting the Veil. Oui, ça c'est intéressant. Bon, elle est voilée hein, parce qu'elle porte le deuil éternellement. Et elle a l'habileté de relever son voile et bon, il n'y a personne qui peut dire ce qui se trouve dessous son voile parce que quiconque a vu en dessous de son voile en est mort, hein, n'a pas survécu pour le raconter. Alors, au début de la phase de héros, on choisit une unité ennemie à 12 pouces de Lady Olinda et on roule un D6. Sur 1, il ne se passe rien. Sur 2 ou plus, on inflige un nombre de blessures mortelles égal au jet de dés. Donc, dans le fond, c'est l'équivalent d'un D6 blessures mortelles, sauf que sur un 1, on ne fait rien. Et en plus de ça, s'il y a un modèle ennemi qui est détruit, qui est tué par cette habileté-là, Lady Olinda elle-même se guérit instantanément de D3 points de vie. Donc, c'est une autre façon de la guérir puis de la garder dans le combat. Intéressant. Ensuite, on a Veil of the Damned. Oui, Veil of the Damned, dans le fond, c'est un tir, finalement, même si c'est pas une ligne de tir, donc c'est une habileté, ce qui nous permet de courir avec Lady Olinda et l'utiliser quand même. On roule 2d6 pour toutes les unités ennemies à 10 pouces de Lady Olinda. Puis si le jet est plus élevé que la caractéristique de bravoure des unités, l'unité va subir D3 blessures mortelles. Donc ça va vraiment dépendre des adversaires qu'on affronte. C'est sûr que si on affronte de la dette, qui a 10 de caractéristiques de bravoure, ce ne sera pas une habileté qui est utile. Mais j'ai eu la chance de la jouer contre tes gobelins. Ça, c'est particulièrement drôle contre ce type d'armée-là ou contre des Skaven aussi, ça peut être amusant. Tout à fait. Puis on voit qu'il a 3 de ses habiletés qui lui permettent de générer des blessures mortelles dans un certain rayon autour d'elle, 2 habiletés qui permettent de la guérir, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, Lady Olinda est une magicienne de niveau 2, donc elle peut lancer et dissiper 2 sorts par tour. Et elle a un sort signature sur sa charte d'unité qui est Grief Stricken.
Oui, et elle a vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un bon sort qu'elle a sur sa charte d'unité. En fait, c'est une des raisons pour laquelle on va vouloir jouer Lady Olinda. C'est un sort qui se lance à 7, donc quand même difficile à lancer. Lady Olinda n'a pas de bonus pour le lancer. Il n'y a pas moyen, à ma connaissance, de lui en donner non plus dans l'allégeance Night Hunt. Ce que ça va faire, c'est qu'on va choisir une unité ennemie à 18 pouces, qui est une unité visible, évidemment, de Lady Olinda. Alors, jusqu'à notre prochaine phase de héros, cette unité-là va avoir -1 à son jet pour toucher, ce qui est déjà en soi un sort très correct. Mais en plus de ça, les unités qui vont frapper l'unité ennemie vont bénéficier d'un bonus de +1 pour toucher. Donc, on combine en un seul sort deux sorts qui sont intéressants. Je pense qu'un sort qui donne +1 pour toucher à une de nos unités, c'est déjà très bien. Puis là, en plus, -1 pour toucher à une unité ennemie, moi, je trouve que c'est un des bons sorts qu'on a chez les Night Hunt, même s'il est difficile à lancer. Et le +1 to hit est intéressant parce que la plupart des unités Night Hunt frappent sur du 4+, donc leur donner un +1 pour toucher, ça donne un bonus intéressant, c'est 33% d'efficacité supplémentaire. Et ensuite, on a une habilité de commandement qui est No Rest for the Wicked. Oui, c'est une habilité de commandement qui exige que Lady Olinda soit générale. Donc, c'est un petit peu ennuyeux parce que Lady Olinda étant un personnage nommé, si on la met comme générale, on ne peut pas bénéficier d'un trait de commandement. Puis il y en a des bons traits de commandement en Night Hunt ou en Legion of Grief si on la joue en Legion of Grief. Ce que ça va faire, c'est que on peut retourner sur le champ de bataille, ramener sur le champ de bataille un modèle tué pour chacune des unités Summonable Night Hunt à 12 pouces de Lady Olinda. Donc, si Lady Olinda est entourée de plusieurs unités puis qui ont chacune perdu un modèle, on peut en ramener plusieurs modèles avec cette habileté de commandement-là. Ça semble bon, mais dans les faits, pour l'avoir testé, j'ai trouvé que c'était pas si bon que ça. C'est très circonstanciel. C'est sûr que si on la joue, on va vouloir la jouer avec des X-Rays à côté ou des Spiritos, qui sont des modèles à 2 ou 3 points de vie. Donc, tant qu'à ramener un modèle, il faut que ça vaille la peine. Mais n'importe qui joue contre la dette va savoir qu'il ne faut pas faire un peu de blessure sur plusieurs unités. Il faut concentrer autant que possible ses attaques sur une unité puis la détruire, ce qui fait en sorte que ça n'arrive pas toujours qu'il y a plusieurs unités qui ont perdu des modèles autour de Lady Olinda. Donc, même si on utilise cette habilité-là pour ramener un Spiritos, ça vaut 40 points seulement le modèle qu'on va ramener, mais ça nous coûte 50 points d'habileté de commandement pour le faire. Donc, à moins que les circonstances soient parfaites, là, que tout soit bien aligné, c'est pas une habileté de commandement qui est si utile que ça toujours, puis il va falloir monter notre liste pour en profiter. Donc, dans l'ensemble, quelle est ton analyse des forces et des faiblesses là, inhérentes au War Scroll de Lady Olinda avant qu'on parle des synergies puis des autres bonus, là, parce qu'il y a des moyens de l'améliorer, mais si on s'en tient au War Scroll, quelles sont ses forces et ses faiblesses? Une de ses faiblesses, je dirais, bon, premièrement, un mouvement de 6 pouces, c'est pas beaucoup, même si elle a le vol, c'est pas beaucoup. Puis pourquoi je dis que c'est une faiblesse dans ce cas-ci, c'est que Lady Olinda a plusieurs habiletés à courte portée. On a parlé de son tir qui est à 10 pouces. On a après ça des habiletés qui sont à 12 pouces. Par exemple, à 12 pouces, elle va faire fuir un modèle ennemi additionnel. À 12 pouces, elle va pouvoir faire son habileté en début de phase de héros pour faire des blessures mortelles. Son sort, lui, est 18 pouces de portée. Fait qu'elle a besoin d'être amenée proche du corps à corps pour pouvoir être vraiment efficace, vraiment utile. Elle a même une habileté, on l'a mentionné une fois par bataille, qui va être d'infliger de blessures mortelles à un héros à 6 pouces seulement. Donc, il faut vraiment l'avancer, mais elle a seulement 6 pouces de mouvement. Donc, ça, je trouve que c'est une de ses faiblesses. Son autre grande faiblesse, c'est qu'elle a seulement 7 points de vie, donc c'est un peu fragile. C'est paradoxal. On veut l'avancer pour pouvoir utiliser ses habiletés qui ont une courte portée. Mais en même temps, si on l'avance, on risque de l'avoir se faire frapper et elle n'est pas faite pour survivre longtemps en corps à corps. Donc, mais là, on verra qu'il y a une façon de pallier un peu à cette faiblesse-là. Alors, je dirais que c'est la principale faiblesse. C'est une fragilité, puis en plus de ça, une courte portée pour Lady Olinda. Sinon, les forces qu'elle a, ben, c'est une magicienne intéressante quand même. 2 sorts, dont un qui est très bon. Il y a des bons sorts aussi qu'on peut prendre en Allégeance Night Hunt ou en Legion of Grief. Il y a un bon sort aussi qu'on peut prendre. Donc ça, c'est intéressant. Malheureusement,
Elle n'a pas de bonus pour lancer ses sorts. Je pense qu'on sent là que c'est un vieux Battle Tome, le Battle Tome des Night Hunt, qui est du début de la V2. Parce que depuis, je veux dire, même tes gobelins ont des bonus pour lancer leurs sorts, puis la Mortarque du Deuil n'en a pas. Là. Je pense qu'il y a ici un déséquilibre. Là. Il faudrait qu'elle ait un petit bonus. Mais elle a plein d'habiletés intéressantes. Moi, je trouve que malgré tout, je pense que sa grande force, c'est qu'elle est fun à jouer. Même si c'est pas très fort, je trouve que c'est en phase de héros, on fait quelque chose, on fait plusieurs choses en fait. On fait de la magie, on fait des blessures mortelles autour de nous. En phase de tir, on fait quelque chose aussi, puis on peut même aller en combat avec, puis faire un petit peu de dommages. Donc, je la trouve vraiment intéressante à jouer, là, Lady Olinda. Moi, ce que je retiens de tout ça, en fait, c'est que Skragrott est un meilleur magicien que la Mortarche du Deuil, que Lady Olinda. Ouais. Compte tenu de ses forces et ses faiblesses, Vincent, comment est-ce que tu recommandes de jouer Lady Olinda? Comment on la joue sur le champ de bataille, là, sachant tout ça? Ben, dans mon expérience à moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut l'avancer. Je me souviens des premières parties que j'ai jouées avec toi, je la gardais en retrait parce que je ne voulais pas qu'elle meure, mais finalement, son habileté à 6 pouces, son habileté à 10 pouces, son habileté à 12 pouces ne servait jamais parce que elle était trop loin de l'action. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut l'avancer, puis espérer être chanceux, espérer le double tour ou du moins pas se faire passer un double tour. Donc, on va vouloir des écrans devant elle pour la protéger. Puis on se croise les doigts qu'on ne se fait pas passer un double tour. Et si on veut vraiment en bénéficier au maximum, puis qu'on veut pouvoir l'avancer, je pense qu'on va bénéficier d'un petit cadeau qui nous a été fait dans un tome célestial. C'est-à-dire qu'on a certains bataillons qui sont apparus il y a quelques mois dans un tome célestial. Et parmi ces bataillons-là, il y a un bataillon qui s'appelle le Dolorous Guard, qui est fait exprès, dans le fond, pour jouer Lady Olinda. Le bataillon, c'est simple. Sa composition, c'est 2 à 4 unités d'X-Rate. Donc, des cavaliers qui ont 2 points de vie chacun, qui sont quand même bien, qui ne coûtent pas trop cher pour leur efficacité. Et ce que ça va donner, c'est que ces cavaliers-là vont gagner une attaque de plus lorsqu'ils vont charger, lorsqu'ils sont dans le bataillon. Et en addition, et c'est vraiment ça qui est important pour Lady Olinda, chaque fois qu'on va attribuer une blessure mortelle au général de l'armée, dans ce cas-ci, ça va être Lady Olinda, si le général se trouve à 3 pouces ou moins d'une des unités d'X-Ray, il va pouvoir, sur 2+, transférer ses blessures à l'unité d'X-Rate. Fait que je pense que si on veut jouer Lady Olinda, c'est probablement le meilleur bataillon à inclure pour pouvoir la jouer, parce que ça va nous permettre de l'entourer d'une unité, par exemple, ou de 2 unités de 5 ou une unité de 10 X-Ray, puis on va pouvoir l'avancer, sachant que si on reçoit des tirs, si on reçoit de la magie, on va pouvoir, dans le fond, 5/6 des blessures qu'on va recevoir sur Lady Olinda, on va pouvoir les transférer au X-Ray. Et après ça, avec l'habileté de commandement, on va pouvoir ramener un X-Ray par unité dans notre phase de héros. Donc, il y a une belle petite synergie là qui est possible. Fait que je pense que ça va être la façon de le jouer. Les parties où j'ai eu le plus de plaisir avec Lady Olinda, c'est les parties où je l'ai avancé, j'ai pris un risque, je me suis croisé les doigts, j'ai pu utiliser ses habiletés. Puis avec la Dolorous Guard, ça a bien été aussi. Là, la fois que je l'avais essayé, j'ai quand même bien aimé. Là, j'ai pu avancer puis bénéficier au maximum. Comme tu l'as mentionné, elle génère quand même beaucoup de blessures mortelles. Elle peut être particulièrement désagréable pour l'adversaire lorsqu'on a la chance d'avoir plus qu'une phase de héros pour la jouer. Puis la Dolorous Guard, le bataillon, nous permet de faire ça. La seule petite doléance ici, ou qui va la rendre un peu plus difficile à jouer avec cette tactique-là, c'est qu'elle a, comme tu le disais en introduction, 6 pouces de mouvement. Les X-Rays ont un mouvement qui est quand même nettement supérieur à ça. Si ma mémoire est bonne, c'est 12 pouces de mouvement. C'est 12 pouces de mouvement, les X-Rays, tout à fait. Donc là, Lady Olinda va limiter le déplacement de l'unité de X-Ray qui lui sert de garde du corps, mais quand même, pour avoir subi ces blessures mortelles, là, quand tu roules bien avec Lady Olinda, elle peut faire très mal. Ouais, elle peut, dans le fond, tirer son épingle du jeu, elle peut donner un bon rendement sur sur le champ de bataille. Fait que je pense qu'avec la Dolorous Guard, c'est une belle façon de la jouer. Est-ce qu'il y a d'autres synergies là, qui sont possibles avec Lady Olinda? En fait, c'est à l'inverse. C'est plus Lady Olinda qui, par sa magie et son habileté de commandement, va générer, dans le fond, des synergies, donner des bonus. Je pense que les gens qui jouent Lady Olinda, souvent vont la jouer accompagnée d'un gros bloc de Spirit Host. Parce que les Spirit Host, quand on ramène un modèle, c'est ce qui nous donne, dans le fond, le meilleur rapport coût-bénéfice. Parce que chaque Spirit Host, comme je mentionnais, vaut 40 points.
Donc, quand j'ai vu des listes avec Lady Hollander, c'est pas rare que j'ai vu un gros bloc de Spirit Oath. D'ailleurs, j'ai essayé de faire une liste. On peut facilement rentrer 2 blocs de X-Ray, 2 blocs de 10, un qui accompagne Lady Hollander, un qu'on va utiliser comme unité de chasse pour aller cogner. Avec le bataillon, ils gagnent plus une attaque, donc ils vont frapper suffisamment fort. Et on peut avoir même un 9 Spirit Oath en plus de ça avec Lady Hollander. Ça commence à faire beaucoup de points concentrés, mais si on veut tenir un objectif central, 9 Spirit Oath à 3 points de vie par Spirit Oath, 4 plus de sauvegarde éthérée, plus un 6 de Feel No Pain, ça commence à être difficile de déloger. Puis Lady Hollander peut ramener un X-Ray et un Spirit Oath à chacune de ses phases de héros avec un point de commandement. Je pense que là, ça devient intéressant. Puis il nous reste encore de la place pour 40 Chainras, pour un bloc de 20 Aridon, en plus de ça, puis 2 petits héros pour accompagner nos blocs. Donc, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant, une liste intéressante avec Lady Hollander. Donc, dans l'ensemble, dirais-tu que Lady Hollander est jouable en compétitif? Visiblement, en tout cas, nous, on a eu du plaisir. Tu as eu du plaisir à la jouer et j'ai eu du plaisir à l'affronter en amical, mais en compétitif, qu'est-ce que tu en penses? En compétitif, on a vu un joueur qui l'a joué au Grand Clash l'an dernier, qui a fait un 3-3, un peu comme moi j'avais fait avec ma Légion du Deuil. Là. Fait Ouais, on peut l'emmener en compétition puis avoir un certain succès. Maintenant, je pense pas qu'elle fasse la cote, mais un peu comme les Knighton, ils font pas la cote dans le fond là, pour atteindre les paliers supérieurs du tournoi. Là. Je pense pas que dans un gros tournoi de 6 parties avec Lady Hollander, on va pouvoir viser là, un top 3 ou un top 5, à moins d'être vraiment très chanceux sur nos dés. Mais je pense que la faute est peut-être pas tant à Lady Hollander présentement qu'à l'allégeance Night Hunt elle-même. Je serais curieux avec le même War Scroll, les mêmes coups en point pour Lady Hollander, mais des meilleures habiletés d'allégeance. Je serais curieux de voir si on pourrait pas la jouer là, de façon plus compétitive puis avoir un petit peu plus de succès qu'on en a présentement avec elle. Puis si je comprends bien, dans un War Scroll révisé, on pourrait souhaiter peut-être un 2 pouces de mouvement de plus, puis d'aller chercher aussi peut-être un +1 de bonus pour caster, donc pour le lancement de sort. Puis là, ça en ferait vraiment une héroïne intéressante. Oui, 8 pouces comme par exemple les Aridon, comme les Blade Gaze, comme les Grimghast Reaper. Fait que là, elle pourrait plus facilement suivre l'action. Puis comme tu le dis, le +1 pour lancer des sorts est un peu nécessaire dans l'ère actuelle. Il y a tellement d'unités de sorciers qui ont des bonus pour lancer ou dissiper que ça rendrait un petit peu plus fiable Lady Hollander. Puis je pense qu'avec des changements comme ça, oui, là, ça deviendrait probablement compétitif. Là, si on révise un petit peu l'allégeance des Night Hunt, là. Elle est vraiment intéressante. Elle a beaucoup d'habiletés. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Lady Hollander. Excellent. Alors, si vous jouez Lady Hollander, si vous l'avez essayé ou si vous l'avez affronté, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires sous la vidéo. On lit et répond à tous les commentaires. Alors, sur ce, bon wargaming.